Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le montant global des crédits demandés pour la culture pour 2026 s'élève à 3,7 milliards d'euros. Cela correspond à une diminution de 292 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 170 millions d'euros en crédits de paiement par rapport à l'année dernière. Les crédits de la mission ont été finalement relativement stables entre la LFI 2024 et la LFI 2025 grâce à l'adoption d'amendements au Sénat conservés par la commission mixte paritaire. L'épisode de ce fameux amendement patrimoine ne devrait malheureusement pas se reproduire cette année. Pour rester dans la présentation d'éléments généraux, je rappelle que 72 opérateurs sont rattachés à la mission culture, dont le total des budgets s'élève à 2,5 milliards d'euros. Sont concernés aussi bien de grands établissements parisiens que de plus petits opérateurs implantés en région. Les opérateurs du programme ont la particularité de bénéficier d'un taux élevé de ressources propres, dans la mesure où il s'agit bien souvent d'établissements accueillant du public payant. Le montant cumulé des ressources propres des opérateurs du programme atteint en 2024 1,2 milliard d'euros, à quasi-parité avec le 1,3 milliard versé par l'État. J'en viens maintenant au crédit, plus spécifiquement du programme 175 dédié au patrimoine. Guidé par l'actualité, de nombreux amendements portent sur le renforcement des moyens dédiés à la sécurité dans les musées. D'autres portent plus spécifiquement sur le musée du Louvre. Et je voudrais m'y arrêter quelques instants. Au-delà des enjeux de sécurité que nous avons tous été amenés à constater, le musée doit faire face à de très nombreux défis à court et à moyen terme. Le budget du Louvre se caractérise par un poids assez faible des financements publics dans son budget. Il ne représente que 28% de ses recettes en 2025. Cette proportion est d'ailleurs en constante diminution. La proportion de recettes propres de l'établissement est l'une des plus élevées des opérateurs du ministère, soit 68% en 2026. En conséquence, le grand projet de refonte du musée d'ici à 2034, dénommé Louvre Nouvelle Renaissance, devrait être en partie financé sur ses recettes propres. L'État ne devrait abonder qu'à hauteur de 10 millions d'euros par an. Ce projet doit permettre d'accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions et de mieux protéger les œuvres. La fréquentation du musée est en effet stable depuis une dizaine d'années, autour de 9 millions de personnes par an. Ce nombre ne peut plus augmenter du fait de la mise en place de quotas. En conséquence, la hausse des recettes de billetterie, constatée récemment, plus 8 millions d'euros entre 2024 et 2025, découle en grande partie de la hausse des tarifs d'entrée. Cela m'amène au sujet plus large de la mise en place de tarifs différenciés pour les visiteurs hors Union européenne, qui sera expérimenté à partir de janvier prochain dans les établissements patrimoniaux les plus fréquentés. En 2023 et en 2024, le nombre de visiteurs cumulés sur l'ensemble des opérateurs du programme 175 a atteint 44 millions. Depuis 2022, le nombre de visiteurs a crû de 13%. Si ces chiffres sont de bonnes nouvelles et témoignent de la vitalité de l'intérêt du public pour notre patrimoine, une fréquentation élevée met également les établissements, bien sûr, sous tension. Les hausses tarifaires pour les 4 monuments les plus fréquentés devraient permettre de dégager plus de 23 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2026. La hausse pour le seul Louvre devrait être de plus de 15 millions d'euros. Ce mécanisme existe dans de nombreux pays. Face aux besoins criants d'investissement, nous ne devons pas nous priver de ce levier. Le besoin en investissement est en effet énorme. De ce point de vue, il me semble, à titre personnel, que le budget n'est pas à la hauteur des enjeux. Les crédits de l'action 1, Monuments historiques et patrimoine monumental, devraient en effet diminuer dans le PLF de 34% en autorisation d'engagement et de 21% en crédit de paiement par rapport à 2025. Ces diminutions sont souvent problématiques au regard de l'inscription dans le temps de la plupart de ces travaux, dont certains ne seront terminés que dans un temps très long et impliquent la mobilisation de moyens de grande ampleur de façon continue, bien entendu. Je pense notamment au schéma directeur de Fontainebleau, dont les besoins continus en investissement sont confrontés à une baisse de près de 4 millions d'euros entre 2025 et 2026. Une problématique de sécurité et sûreté pèse d'ailleurs, Madame la Ministre, sur ce monument de Fontainebleau.
Les prévisions pour 2026 devraient en particulier porter sur la réduction de dépenses concertées ou d'opérations prévues dans des monuments en région. Si les effets de la hausse consentie en 2025 devraient continuer à se faire sentir grâce à l'engagement des moyens prévus en 2025, la diminution des autorisations d'engagement en 2026 devrait avoir des conséquences sur les travaux prévus les années suivantes. De nombreux amendements étant déposés sur ce sujet, nous aurons l'occasion d'en débattre dans quelques minutes. Je rappelle que la Commission des finances propose d'adopter les crédits de la mission. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ce projet de loi de finances intervient à un moment charnière pour le secteur culturel, marqué par un repli inédit des budgets locaux. Ce moindre engagement des collectivités, souvent contraint, parfois choisi, ouvre une brèche dans le pacte de coopération culturelle, aussi bien dans sa dimension financière qu'institutionnelle. La Commission de la culture juge cette évolution préoccupante. Elle ne sera pas sans conséquence sur la diversité de l'offre artistique et sur l'équité d'accès à la culture dans les territoires. C'est dans ce contexte de fragilisation du financement public de la culture que l'État décide à son tour d'infléchir son soutien. La baisse de 34 millions d'euros des moyens consacrés à la création en 2026 constitue un nouveau coup dur pour un secteur déjà éprouvé par des crises successives et dont le modèle économique est arrivé à un point de rupture. Deux sujets nous inquiètent particulièrement. Le premier est la diminution de 18 millions d'euros des crédits déconcentrés. Conjugué à la baisse des subventions des collectivités, cet affaiblissement de la capacité de soutien des DRAC fait figure de double peine pour les acteurs culturels dans les territoires. Le second est la sous-budgétisation chronique du Fonds d'aide à l'emploi pérenne, le fonds PEPS. Certes, sa pérennisation pour 3 années supplémentaires est une bonne nouvelle, mais la question de son réabondement à hauteur des besoins demeure une question sans réponse. Alors que le budget de la création se voit ainsi affaibli, la Commission déplore une action ministérielle fragmentée, empilant des dispositifs et saupoudrant des crédits. Or, les défis du secteur ne sont pas seulement budgétaires. Ils appellent une politique publique structurante et une visibilité et une lisibilité pour les acteurs culturels. La situation de l'enseignement supérieur public artistique nous préoccupe tout autant. Malgré la relative stabilité de leur dotation, les écoles d'art et les écoles d'architecture sont toujours confrontées à d'importantes difficultés structurelles. Nous ne voyons toujours pas venir le plan global de réforme des écoles territoriales annoncé en mars 2024. Et si nous partageons l'objectif de hausse des effectifs des écoles d'architecture d'ici 2030, nous n'en voyons aucune traduction budgétaire dans ce projet de budget. Enfin, la politique d'éducation artistique et culturelle, dont notre commission déplore régulièrement les carences, ne profite même pas d'économies dégagées sur la part individuelle du pass culture. Le pass maigrit, mais il fait toujours figure de totem. Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits de la création, de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture. Le budget de la mission culture devrait porter une ambition collective, celle de garantir l'accès de toutes et de tous aux œuvres, à la création et à l'émancipation culturelle. Or, le projet qui nous est présenté pour 2026 se lit d'abord comme une liste de retrait, un budget que l'on doit décrire par soustraction, moins pour la création, moins pour la transmission, moins pour l'égalité d'accès. En effet, les crédits de la mission accusent une baisse générale de 170 millions d'euros, passant de 3 918 millions d'euros à 3 748 millions d'euros, soit 4,34% de baisse après une stagnation en 2025. Et j'insiste là-dessus, la trajectoire pluriannuelle qui s'annonce prévoit déjà une nouvelle baisse en 2027. Cette contraction n'est pas marginale, c'est une érosion structurelle de la présence de l'État dans les territoires et fragilise ceux qui en sont les acteurs. J'en veux pour preuve, sur le programme création, avec ce programme 131, des crédits qui reculent cette année de 1,43 milliard à 1,9 milliard, soit 3,25%, après une baisse en 2025 et avant une nouvelle diminution de 4,58% prévue pour 2027. L'action spectacle vivant recule de 3,67%, alors même qu'elle subit encore les effets de la crise sanitaire, l'inflation et la hausse continue des coûts de l'énergie. Quant au soutien à l'emploi artistique, il chute de près de 7%. En l'état, ce budget affaiblit un écosystème déjà sous tension, et vous le savez toutes et tous dans vos territoires, des compagnies, des collectifs, des lieux intermédiaires, des équipes techniques et des artistes dont la situation n'a jamais été aussi précaire.
Leur dire aujourd'hui que l'État se retire davantage, c'est marquer une forme d'irresponsabilité. Et c'est pourquoi le groupe socialiste proposera plusieurs amendements pour réparer ce que ce budget fragilise. J'en veux pour preuve notamment cette demande de réabonder le fonds PEPS afin que son financement corresponde aux besoins réels d'un secteur en tension. Sécuriser l'emploi artistique, c'est sécuriser la création elle-même. Deuxième pilier fragilisé, les crédits dédiés à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture. Ce programme 361 recule de 38 millions d'euros, passant de 760 à 722 millions d'euros, soit une baisse d'environ 5%. Une baisse imputée intégralement à l'action 2 dédiée à l'éducation artistique et culturelle, un levier majeur d'égalité qui perd 20 millions d'euros, qui tombe de 102 millions d'euros en 2025 à 82 millions d'euros en 2026. Madame la ministre, comment parler dès lors de démocratisation culturelle lorsque l'un de ses principaux outils est ainsi amputé 2 années de suite? Le groupe socialiste proposera de rétablir ces crédits de l'EAC au niveau de 2024 afin de permettre à chaque enfant, dans chaque territoire, de mieux accéder à l'éducation artistique et culturelle. J'en viens maintenant à un point extrêmement important, le rôle des collectivités territoriales. Madame la ministre, vous nous aviez annoncé, lors de l'examen du projet de loi de finances en 2025, un plan d'urgence de 40 millions d'euros pour soutenir ces collectivités territoriales. Or, à notre connaissance, il n'apparaît nulle part, aucune action n'a été fléchée en ce sens dans ce PLF, et ce sont pourtant elles qui portent l'essentiel de l'action culturelle de proximité, les bibliothèques, les musées territoriaux, conservatoires, cinémas et projets d'EAC. L'année dernière, nous avions alerté en commission et dans cet hémicycle avec vous, Madame la Ministre, sur le risque et les dangers de l'impact des baisses des budgets pour les collectivités territoriales et les risques que cela engendrait ensuite pour la culture de manière mécanique. Vous nous aviez répondu que pour les collectivités, ce choix serait politique, à elles de faire des arbitrages et d'en décider. Eh bien, ce choix politique, il a été fait dans certaines régions. J'en veux pour preuve la région Centre-Val de Loire, où en 2025, c'est une baisse de 60% des crédits dédiés à la culture qui ont été engagés par la présidente de région, environ 82 millions d'euros. Et là encore, et c'est plutôt la preuve par l'exemple, on a pu constater que cette manière de sabrer dans les dépenses de la culture ont fortement affaibli le tissu culturel de la région Centre-Val de Loire, mais également tout l'écosystème économique, touristique et en termes d'attractivité dans ce territoire, puisque chaque festival qui est tenu dans une ville, dans un village, abonde effectivement à la dynamique économique d'un territoire à travers les recettes d'hôtellerie, de restauration. De nombreux maires ont fait remonter ces difficultés. C'est pourquoi nous vous aiderons, Madame la Ministre, à tenir vos engagements en proposant un amendement avec la création d'un véritable fonds d'urgence pour les collectivités qui leur permettra enfin d'exercer pleinement leurs compétences culturelles et à l'État de tenir sa parole. Nous proposerons également de compléter les crédits du plan culture et ruralité qui, pour l'instant, sont plutôt relevés d'une annonce symbolique et ne correspondent pas aux réalités de terrain. Enfin, les crédits du programme 175 Patrimoine, je tiens à souligner que la stagnation des crédits dédiés aux musées aujourd'hui n'est pas soutenable, alors que tous les établissements alertent sur la fragilité de leurs moyens, en particulier en termes de conservation, mais bien sûr, leur fragilité en termes de moyens de sécurité face aux nouvelles menaces qui les frappent. Pour conclure, Madame la Ministre, en matière de culture, nous considérons que moins n'est pas un projet. Moins de moyens, c'est moins de création, moins de pratiques, moins de droits culturels, moins de récits communs pour la nation, et notre pays en a énormément besoin aujourd'hui. En janvier 2024, lors de votre passation de pouvoir, vous aviez déclaré « Chacun sait que j'aime me battre et je serai donc toujours là pour défendre l'exception culturelle ». Madame la Ministre, à la lecture de ce budget, on a le sentiment que les armes ont été rendues et la volonté affichée doit trouver une concrétisation dans ce budget. J'espère que nous pourrons, à travers nos amendements, apporter des éléments de correction. En conséquence, le groupe socialiste votera contre les crédits de la mission culture. Dans sa lettre à Ludovic Vitet, en 1834, Prosper Mérimée écrivait « Les monuments sont la mémoire des peuples, qu'on les détruise et l'histoire s'efface. » Il y a moins d'un an, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, nous avons dénoncé collectivement l'état très fragile de notre patrimoine bâti, à l'heure où près d'un quart des édifices protégés en tant que monuments historiques sont en mauvais état et 5% en état de péril. Comment expliquer dans ce contexte la baisse de 106 millions d'euros du programme Patrimoine prévu par le présent budget et la chute drastique à hauteur de 20,69% des moyens alloués à l'action Monuments historiques et patrimoine monumental? Cette coupe brutale, qui s'inscrit par ailleurs dans un contexte de forte tension budgétaire pour nos collectivités, sera lourde, très lourde de conséquences sur l'ensemble du tissu d'entreprises
et de professionnels mobilisés au quotidien sur le terrain dans la mise en œuvre des chantiers de sauvegarde du patrimoine. Nous défendons pour notre part, dans la suite de nos débats, l'obtention de moyens supplémentaires visant à corriger la baisse des crédits affectés aux monuments historiques et au patrimoine monumental prévue par ce budget pour 2026, à revenir sur les 62 millions d'euros de baisse des subventions allouées à plusieurs musées et doubler les crédits consacrés à l'action acquisition et enrichissement des collections, dont la trajectoire de baisse s'inscrit à rebours de la concurrence mondiale accrue sur le marché de l'art, à améliorer l'attractivité de la profession des architectes de bâtiments de France et renforcer les effectifs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes au plus près du terrain, dans la lignée des conclusions de la mission d'information sur les architectes des bâtiments de France que nous avons menée au Sénat en 2024. Nous voudrons augmenter la subvention attribuée à l'INRAP pour lui permettre d'exercer ses missions dans de bonnes conditions et ainsi améliorer les délais de réalisation. Et enfin, nous vous proposerons de rétablir les moyens alloués au fonds incitatif ciblé et partenarial qui apporte un appui précieux pour nos communes rurales. La baisse soudaine de moitié des crédits qui lui sont consacrés apparaît en effet incompréhensible au regard du succès rencontré par ce fonds. Nous espérons que ces propositions trouveront un écho favorable au sein de notre hémicycle. Pour l'heure, comme pour la mission culture dans son ensemble, le groupe socialiste, écologiste et républicain se prononcera contre l'adoption de ces crédits. Merci.